Ça tire à balles réelles, on est obligé d'envoyer du pâté. Qui provoque des émotions via son marketing. En termes de crédibilité, si tu fais 200 000 à l'année, normalement tu dois nous parler de la première charte de faire. On n'a pas eu de bol parce que sinon c'est un petit peu contradictoire. Mathéo, t'as pas mieux? T'as pas un vrai élève quand même à mettre dans ta page de vente quand même? Et je me demande si en fait ils se limitent pas à ça essentiellement parce que derrière, à côté, il n'y a rien. Et bienvenue à tous dans le Dorado Talk. Aujourd'hui, la seule émission qui rend justice aux paris sportifs par la preuve, droit au but et sans détour. Et ça fait super plaisir d'être avec Robin qui va m'aider à animer cette émission qui est nécessaire dans les paris sportifs. On a un énorme programme aujourd'hui et j'espère que vous êtes chaud pour cette émission du Dorado Talk. Comment vas-tu, Robin? Ben écoute, la pêche et toi, Dorado, quoi de neuf? Ça va bien, je pense que cette émission, ça va être vraiment le futur. Faut vraiment se mesurer un petit peu qu'on est vraiment dans le turfu, là. On va faire un truc inédit. Et vraiment, je pense que vous allez kiffer parce qu'on a des trucs de ouf, de dingue, à vous envoyer. Là, je pense par exemple à plusieurs commentaires, mais aussi, qui nous ont été envoyés, mais aussi à pas mal de choses qui se sont passées dans les semaines précédentes et sur lesquelles on ne peut absolument pas manquer ça et on est obligé de vous en parler parce que clairement il y en a qui ont déconné à plein tube et là je ne mâche pas mes mots, vraiment on est obligé d'en parler. Enfin je sais pas ce que t'en penses mais en tout cas moi quand tu m'as envoyé des vidéos vraiment j'ai dit ça tire à balles réelles, on est obligé d'envoyer du pâté. Évidemment, non mais il y a tellement de choses qui ont été dites, que ça soit via commentaires, via vidéo, qui ne doivent pas être dites finalement. On est obligé en fait de rebondir sur cette actualité pour avertir et éduquer comme toujours les parieurs et qu'ils soient au courant de nos avis, de nos opinions et puis après à eux de faire leur propre avis sur la question. Mais en tout cas, on est obligé de rebondir sur ces différents points pour la justice quoi dans les paris sportifs quoi tout simplement. C'est clair parce que c'est vrai que depuis des années quand même qu'on mesure un petit peu, mais dans le milieu du betting francophone où clairement il n'y a aucune justice. C'est-à-dire que on voit des parieurs qui se font marquer dessus alors qu'ils ont des bilans certifiés, qui font tout dans les règles, qui sont super, que si tu veux c'est appuyé par la preuve, qui ont une communication nickel. Personne ne les connaît. D'ailleurs, j'ai souvent pour coutume de dire, si tu veux, que plus le parieur est populaire, moins il est compétent, et plus il est inconnu, si tu veux, plus il est bon. Et c'est un peu ça qu'on voit, mais on aura plusieurs exemples dans cette émission. Mais peut-être avant de rentrer dans le dur, peut-être un peu expliquer, si tu veux, la structure, le concept de cette émission, parce que c'est vrai que les gens, là, actuellement, ils nous regardent, ils connaissent pas encore, c'est nouveau, ça vient de sortir, ça sort de l'œuf, et vraiment, vous allez voir que vous n'allez pas être déçus parce que ça va envoyer du papier. Ouais, parce que l'émission, elle est construite en différentes parties. Donc, il y a le small talk où on va aborder les différentes actualités sur le marché des paris sportifs et cette industrie. Il y a le trash talk où on va aborder en fait de choses qui nous titillent un petit peu. Le deep talk qui va être un débat, le deep talk qui va être un débat sur sujet profond dans le monde de l'industrie des paris sportifs, et puis le fast talk où on répond à vos commentaires que vous pouvez laisser sur les différents réseaux sociaux. Et encore une fois, le but c'est d'être le plus juste possible pour vous donner un maximum en fait d'informations et ne pas tomber dans certains pièges quoi tout simplement. Et je pense que c'est nécessaire dans ce monde du betting. Ça fait 15 ans que je suis dans ce milieu des paris sportifs et puis j'en ai moi personnellement un peu marre en fait que chaque année c'est toujours la même chose, tout le temps ça change pas, ça évolue pas. Et puis finalement les parieurs compétents, comme tu l'as dit, se font marcher dessus parce que ils sont nickel, ils sont même parfois trop gentils et t'en as d'autres qui ont autant de crédit, voire plus de crédit alors qu'ils n'ont absolument pas la justification en fait de ce crédit qui est donné par des parieurs, souvent par une communauté qui est pas aguerrie en fait finalement. Je sais pas ce qu'on dit, mais quand tu regardes les R2Z,
les 4 James, Matteo Prono, enfin Matteo Prono, je pense que ça va encore, mais enfin tu vois tout ce monde-là un petit peu Wisey, tout ça. Tu regardes les télégrammes des mecs, il y a 10 000 abonnés, il y a que des likes. Alors que quand tu fais le bilan de ce qu'ils postent, c'est affreux en fait, c'est terrifiant. Et pourtant, ils bénéficient d'une aura que nous n'aurons jamais, que beaucoup de parieurs certifiés qui font les choses dans les règles n'auront jamais. Et cette émission, elle est là pour rendre justice un petit peu et ne pas laisser passer quand vraiment certains déconnent à plein tube et on est obligé d'en parler. Alors, vous l'avez compris, il y a 3 gros points dans cette émission. Première partie, effectivement, ça va être le trash talk. D'accord. Alors avant ça, il y a une petite introduction sur l'actualité, etc. On parlera d'actualité pour voir un petit peu dans la période qui se fait, mais les grosses actualités du moment, on va dire. Mais après, tout de suite, on enchaînera avec le trash talk. Et le trash talk, là, ça va être le moment de ne pas laisser passer une intervention qui a fait du mal au monde du betting et de dire là, les mecs, on est obligé de vous distribuer un petit carton rouge et de vous dire c'est inacceptable. Donc, dans cette émission, on aura par exemple un exemple sur lequel on a un petit peu discuté un petit peu en avance et que clairement, on peut pas laisser passer ça. Ça, c'est le trash talk. Ensuite, on aura une partie d'émission deep talk qui là sera un petit peu plus profonde, où on sera plus dans un débat d'idées, débat conceptuel, débat de concepts dans les paris sportifs en francophonie qui ne font pas consensus. On n'aura pas forcément, Dorado et moi d'ailleurs, le même avis, d'accord. Et ce sera intéressant aussi d'avoir vos retours en commentaire sur ce gros sujet, mais aussi sur le trash talk, etc. Bien entendu, toujours si vous voulez, dans la mesure, toujours en essayant d'être précis avec des preuves, jamais en accusant à tort les personnes, puisque ce qu'on fera, c'est qu'on le fera toujours sur la base d'une vidéo, toujours sur la base d'un tweet, toujours sur la base d'un élément factuel qui existe. Et puis, bien entendu, une fois qu'on en aura débattu, ce sera la parole, bien entendu, aux personnes concernées. Et si elles veulent nous rejoindre dans le Dorado Talk pour avoir un droit de réponse, ce sera avec plaisir, puisque on ne coupe la parole à personne, on laisse tout le monde exprimer son opinion, c'est pas un souci. Maintenant, il faut derrière que la machine elle serve au suivre, j'ai envie de dire, et c'est pas toujours le cas. Donc, effectivement, il y aura ce trash talk, le deep talk derrière avec un sujet un peu plus profond, et en fin d'émission, on aura l'occasion, effectivement, dans le fast talk, de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires, à faire vos réactions, à lâcher des likes aussi si vous aimez l'émission. Et puis, peut-être que vous aurez la chance, dans le prochain Dorado Talk, de voir votre commentaire choisi pour y répondre en direct. Et ça, ce sera aussi l'occasion de récompenser ceux qui participent de manière communautaire et qui laissent parfois des commentaires d'une grande qualité. Alors là, pour commencer, on en a pris quelques-uns qui n'étaient pas forcément des commentaires qui nous étaient adressés, mais qui sont parfois pertinents à répondre et à étudier. Voilà. Sans plus attendre, Dorado, je te laisse peut-être initier un petit peu l'introduction, le small talk, c'est-à-dire les actualités du moment. Ouais, avant de partir sur cet aspect-là, j'avais envie aussi d'inviter les parieurs, parce qu'on va pas avoir la tête partout, etc., de nous identifier notamment sur X pour s'il y a un tweet, vous avez envie qu'on rebondisse dessus, ou une vidéo ou autre, n'hésitez pas à nous les envoyer, à mettre le hashtag de Dorado Talk et nous identifier sur X. Comme ça, nous on peut avoir une veille informationnelle un peu plus active, parce que forcément on n'aura pas les yeux partout. Voilà, on va pouvoir partir sur le small talk avec quelques petites affaires. On a déjà la NJ, on a la motion de censure et on a l'affaire BetClick. Alors on va déjà commencer avec le budget, le gouvernement étant alourdir les prélèvements sur les jeux d'argent et de hasard. Donc c'est un projet de loi de financement de la sécurité sociale consulté par BFM Business. Vous pourrez retrouver de toute façon toutes les sources dans la description, et ça confirme l'intention en fait du gouvernement de relever les contributions sociales exigibles par les opérateurs de jeux d'argent et de hasard. Donc ça, c'était une réforme qui finalement n'aura pas lieu, C'est ça, c'était le projet, si tu veux, c'était le projet en octobre, de mettre plus de taxes dans le PBJ. Tu en avais aussi parlé dans une vidéo peut-être, d'ouvrir la concurrence au casino en ligne.
Et finalement, on se rend compte que l'actualité, bon, ça remonte à une quinzaine de jours, mais le gouvernement était censuré. Donc, le projet de loi de financement de la sécurité sociale tombe à l'eau, le budget tombe à l'eau, le budget sera reporté sur la base du budget 2024. Et donc, finalement, toutes ces éventuelles nouveautés, elles passent à l'as. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle qui est moins ou plus de taxes sur le PBJ? Ça a fait écho, c'est-à-dire que t'en as pas mal. Je pense à certains comme Mowgli, je pense à certains comme Pépé qui ont un petit peu discuté. Est-ce que ça va pas baisser l'agenda promotionnel des bookmakers? Est-ce que voilà, bon, finalement c'est un truc qui tombe à l'os, qui tombe à l'as. On n'a pas de nouveauté de ce côté-là. Maintenant, moi, je pensais quand même à l'époque, et j'ai été un des seuls à le dire, enfin, mes TP aussi le disent assez fréquemment, c'est que, à mon avis, si tu veux, les bookmakers n'arrêteront pas de faire des promotions, n'arrêteront pas de faire des codes boostés, parce qu'en fait, c'est leur intérêt direct. Et aujourd'hui, même si tu leur mets des taxes en plus sur le PBJ, force est de constater qu'en fait, l'agenda promotionnel, ils en sont très dépendants, et que s'ils le pouvaient, ils augmenteraient déjà le TRJ. Donc, dans une de tes vidéos, tu avais dit, par exemple, oui, plus de taxes sur le PBJ, ça va avoir la conséquence de faire baisser le TRJ français. J'en suis pas forcément persuadé, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, si tu laissais la possibilité aux bookmakers de le faire, ils te l'augmenteraient le TRJ. Ouais, non, donc c'est un petit peu le gros débat là-dessus, quoi. Et là, je viens de mettre à l'écran, l'autorité nationale des jeux, ANJ, a demandé aux opérateurs de paris sportifs de modérer de manière significative leur stratégie promotionnelle, notamment pendant la période de l'Euro 2024 et des Jeux Olympiques, selon un communiqué mardi, donc c'était le 9 janvier 2024. Comme tu dis, tout ce qui était prévu de se faire ne va pas se faire avec la mention de censure. Après, est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ça va être moins bien? Ça, c'est difficile maintenant de se projeter parce que on sait pas ce qui va se passer. Je pense que ça va terminer par ouvrir la concurrence déjà au casino en ligne. Ça, je pense que ça c'est quasi fait. Et il sera pas forcément une mauvaise chose, parce que c'est aussi une aubaine pour un parieur gagnant qu'il y ait une concurrence qui s'ouvre au niveau des casinos en ligne. Parce que ça veut dire que si tu as des casinos en ligne qui s'ouvrent, il y aura forcément de la promotion, il y aura forcément des bonus, il y aura forcément un agenda commercial et marketing qui va nous permettre de nous en mettre dans les poches. Donc ça, c'est aussi, si tu veux, parce que très souvent, quand il y a du changement, les gens ils disent attention, le changement, etc. Le changement n'est pas toujours négatif. Il faut voir qu'aujourd'hui, ce qui fait le plus de mal à l'agenda promotionnel, très clairement, c'est l'ANJ. Franchement, l'ANJ est remboursée. On se pose la question, mais que fait la police, que fait l'ANJ? Parce que je sais pas si on n'en a pas encore parlé, mais encore récemment, on a vu cette affaire sur Betclic qui continue ses pratiques staliniennes et qui va bloquer des joueurs gagnants quand ils ont fait un énorme combiné. Et encore, c'est pas des joueurs gagnants, si tu vois, systématiquement. Mais que fait l'ANJ? On se pose la question. Parce que fondamentalement, moi, ça me pose pas de problème de payer les impôts. Et derrière, il faut que j'en ai un petit peu pour mon argent. Le principe de l'ANJ, c'est normalement de limiter les erreurs des bookmakers, de faire en sorte que les bookmakers n'abusent pas de leur pouvoir. Sauf que derrière, on voit qu'en fait, c'est une institution qui sert juste à restreindre les promotions, qui derrière ne fait même pas de prévention de façon assez convenable. Parce qu'à la limite, si l'ANJ demain, il faisait vraiment le travail en imposant des amendes, en mettant des baffes à Winamax, Betclic, Unibet à chaque fois qu'il bloquait un joueur gagnant, là, on pourrait dire on en a pour notre argent avec l'ANJ, si tu veux. On pourrait dire je suis content qu'il y ait l'ANJ, je suis content qu'il y ait une loi TRJ avec 85%, parce qu'au moins derrière on a un service public. Mais est-ce que tu crois que l'ANJ, à un moment donné de sa vie d'institution, s'est pas posé la question à un moment, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un petit peu des formations pour aider les parieurs perdants, pour faire en sorte qu'ils comprennent un petit peu le business juste des opérateurs, pour leur faire comprendre pourquoi il n'est pas possible de gagner à long terme en jouant de grenier, de gros matchs, type champion, Ligue 1 et compagnie. Mais non, ça, ils le font pas. On a un service public et finalement, c'est nous, derrière, qui devons rendre le service. Parce que c'est un peu ce qu'on fait dans ce type d'émission, mais tu te rends compte, c'est là où il y a vraiment un petit souci. Il y a un problème, alors je sais pas, il nous dira ensuite en commentaire, c'est Antonine
sur X qui dit bonjour BetClick, je me suis fait suspendre mon compte hier avec 9340 € et 1550 € de free bet que j'ai gagné jeudi pour aucune raison. J'aimerais savoir pourquoi, du comment cela s'est fait. Ça a quand même fait 2 millions de vues sur X, 19 000 likes, 2000 retweets. Et bon, après, il nous détaille un petit peu le truc, mais c'est encore un énième problème sur les bookmakers ANJ, où normalement l'ANJ est censé protéger les parieurs, c'est sa fonction. Donc normalement, il devrait pas se passer des choses comme ça. Et que fait la police? Que fait la police? C'est la question qu'on se pose quand on pense à l'ANJ. Parce que regarde, aujourd'hui, la procédure, quand un opérateur va bloquer un joueur gagnant, ils vont le faire impunément. Et derrière le joueur gagnant, s'il n'est pas content, il va envoyer un message au médiateur des jeux. L'opérateur va se retirer du processus de médiation. Ils le font systématiquement. Et derrière, l'ANJ va dire si vous n'êtes pas content, vous pouvez nous demander de diligenter une enquête parce qu'on a le pouvoir pour diligenter une enquête. Donc, waouh, l'ANJ a le pouvoir de diligenter une enquête. Non mais attends, on a fumé la moquette là. C'est quoi le délire? L'ANJ, réveillez-vous un petit peu. Ce qui serait logique et normal pour les impôts qu'on paye, ce serait à un moment donné que l'ANJ contrôle les procédures de bannissement. C'est-à-dire que les opérateurs n'auraient pas le droit de bannir avant d'avoir obtenu l'autorisation de l'ANJ. Là, on serait dans un système qui serait à peu près convenable. Et là, on serait content qu'il y ait une ANJ en France. Mais aujourd'hui, l'ANJ, elle sert à quoi? On peut se poser la question. Non, mais ça sera un vrai débat un jour de se poser. À quoi sert l'ANJ? C'est quand même incroyable en fait de voir que on est obligé de faire ce genre d'émission d'un point de vue éducatif, de prévenir le parieur. Les parieurs sont obligés d'être sur X à faire un scandale, à me mentionner moi ou d'autres pour que ça fasse du bruit, pour finir par être payé. On n'est pas la police. Voilà. Mais voilà, c'est encore un scandale et il y en a d'autres, il y en a eu d'autres hein, j'étais encore été mentionné par BetClick, enfin pas par BetClick mais par un parieur qui a eu des problèmes aussi sur BetClick. On a pris cet exemple ici à l'écran, mais c'est vraiment là que tu vois que le système est vraiment très hypocrite et que t'as tellement de parieurs qui ne sont pas au courant de tout ça. C'est-à-dire que ces pratiques-là des abusifs des bookmakers, ça fait 10-15 ans que je le dis. On m'a dit mais non, etc. Aujourd'hui, les gens commencent à se réveiller, à se rendre compte, mais oui, ils limitent les parieurs gagnants. Je veux dire, ça se réveille un peu tard, alors, mais le système, c'est quand même un petit peu différent en France. C'est qu'en France, ils peuvent pas te limiter. Donc sur ça, il y a eu quand même une avancée. Ouais. Mais il y aura forcément, tu leur as trop pris à un moment ou à un autre, soit un blocage du compte, soit un ban qui va arriver. Et la seule raison derrière, tout le monde la sait bien, c'est parce que le joueur a été gagnant. Point. Ou alors il n'a pas respecté une CGV, mais dans ce cas-là, il est en tort. Mais la raison principale de blocage de compte, c'est soit pour des questions de faire attention au blanchiment, au terrorisme, soi-disant, mais comme de par hasard, ça arrive que quand le joueur gagne une grosse somme. Ça arrive pas quand il perd la grosse somme. Hein. Ah ouais, quand il perd la grosse somme, on se pose pas la question. Oh, mais l'argent, est-ce qu'il est clean? Voilà. Donc on en est toujours au même niveau, quoi. Ouais. Et voilà. Mais bon. On va espérer qu'avec cette émission, ça puisse s'améliorer, que les parieurs soient au moins avertis et puis puissent être au courant en fait de ce qui se passe. Mais j'ai même envie de te dire, s'il y a le médiateur des jeux qui regarde l'émission ou quelqu'un de l'ANJ, ils sont les bienvenus. Ils viennent et qu'on puisse débattre un petit peu. Non mais je suis très sérieux en disant ça. Hein. Je suis très sérieux en disant ça parce que de toute façon, notre rôle, c'est d'inviter des gens de qualité, de parler et de dire les choses par la preuve, sans détour, sans concession, en y allant droit au but, si tu veux. Et je pense que ce serait tout à fait intéressant d'avoir un moment dans cette émission,
quelqu'un qui soit assez calé pour en parler de l'intérieur en tout cas. Ouais, clairement, ça serait super intéressant d'avoir l'autre point de vue, de l'autre côté, les enjeux aussi qu'on voit pas forcément, les difficultés, etc. Parce qu'il faut réussir à trouver un système qui permet que les bookmakers aussi aient un intérêt, les parieurs, etc., etc. Évidemment, le gouvernement. Donc voilà, je pense que tu as des choses à rajouter sur ce sujet-là, si tu veux qu'on passe directement au trash talk ou. Ouais, bah alors, je dirais quand même qu'il faut pas non plus être trop sévère sur l'ANJ, parce que moi, tu vois, j'entends l'argument de dire oui, mais comme on a limité le TRJ à 85% en moyenne, les gens sont moins addicts, ils ont moins l'illusion de gagner sur la base d'une bonne série, d'une bonne variance, de tout ce que tu veux, et du coup, ça fait moins de joueurs perdants. Voilà, bon. Il n'en reste pas moins que quand même les joueurs compulsifs, les joueurs addicts, ils restent joueurs. Et sur ça, je ne sais pas s'il y a des améliorations significatives. Et j'aimerais au moins que l'ANJ puisse nous démontrer que depuis qu'ils ont limité le TRJ à 85%, depuis qu'il y a eu la loi TRJ, il y a eu des améliorations significatives. Il faudrait pouvoir le démontrer parce qu'il ne s'agit pas de faire des hypothèses, même si elles sont appuyées scientifiquement. Il faut que derrière, il y ait des résultats. Ça me paraît essentiel. Sinon, c'est que du blabla, quoi. Est-ce que tu penses que si on avait un TRJ à 95% en France au lieu de 85, tu penses qu'il y aurait plus d'addiction ou ce serait pareil? Je pense que ça aurait sans doute un effet négatif, puisque pour le coup, il se bat vraiment sur des études qui sont sérieuses. Donc, sans doute. Maintenant, moi, ce que j'aimerais voir, c'est dans le sens inverse. Est-ce que le fait de le limiter à 85%, ça produit une baisse d'addiction? J'en suis pas certain. Ouais, on doit aussi le démontrer, parce que à la limite, quand tu fais quelque chose, faut que c'est des conséquences positives. Tu vois, c'est plus ça mon point. Non, je suis totalement d'accord avec toi par rapport à ça. Je suis pas convaincu qu'il y ait une baisse d'addiction en baissant le TRJ. Donc voilà, mais long débat. On passe sur le trash talk. Bah, je pense que de toute façon c'est inévitable, parce que ça va être un peu le point névralgique de l'émission. Allez, let's go. Introduction sur le trash talk. Et nous voici sur la partie tant attendue du trash talk. On peut pas laisser passer ça, mon ami Robin. Et pourquoi cette section, tiens d'ailleurs? Pourquoi? Bah, écoute, je crois qu'on a parlé un petit peu de l'agenda promotionnel, on a parlé un petit peu de l'ANJ. Justement, en parlant de marketing, il y en a certains, c'est la période de Noël, tu sais, bon, ils vont lancer les abonnements, ils vont faire les promos, ils vont faire les machins. Et justement, il y a un youtubeur, un formateur en la matière, en paris sportif, qui se prétend sérieux et qui nous a quand même sorti une belle, je sais pas comment appeler ça, on va utiliser ces termes. Voilà. Le terme correct, en fait. Hein. Bah, on va utiliser les mêmes termes que lui. Il a dit que c'était de la connerie. Donc, on va dire ce qu'il a dit, c'est les mêmes termes. Mais, c'est quelque chose qu'on peut pas laisser passer parce qu'il y a, comme tu dis, il y a trop de gens sur Internet, sur les réseaux sociaux qui se font passer pour experts et, qui font de très bons contenus. Il y a des choses très positives, hein, dans ce que fait ce YouTuber. J'aime beaucoup le fait que ils fassent de la gestion de bankroll, qu'ils disent attention, mettez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, etc. Bref, il y a de la prévention, il y a un bon discours, etc. Mais le problème, c'est que ça joue aussi parfois ce genre de personnes sur l'ignorance en fait du parieur qui ne connaît pas tous les tenants, les aboutissants dans les paris sportifs. Ne comprend pas, moi je le vois tous les jours, les parieurs, 95% des parieurs, 90, allez, ne comprennent absolument pas l'aspect mathématique des paris sportifs. Alors que c'est central. Alors c'est ce qui est principal à alors que c'est central. En fait. Et derrière, ça vous met des idées fausses dans la tête et qui revient systématiquement derrière dans les commentaires ou dans les réflexions qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux et qui fait que il y a une manque de justice et d'équité dans ce milieu des paris sportifs qui à un moment donné t'en as un petit peu marre et tu es obligé de créer une émission comme le Dorado Talk. En plus, on va pas se mentir, mais Yuji, hein, pour ne pas le nommer, de toute façon les gens vont voir la vidéo et ils vont voir un petit peu le sévice puisque la sentence va tomber à un moment.
il s'est quand même un petit peu payé ta gueule, ce qui me permet un moment. Donc, il y a un des commentaires quand même qui t'a plus ou moins ciblé. Ouais. On verra ça un peu plus tard. Peu plus tard, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bien entendu, cette partie d'émission, faut pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire, on n'est pas en train de descendre Yuji en disant que ce qu'il fait, c'est n'importe quoi ou je sais plus quoi. Il n'empêche que il y a des propos qu'on ne peut pas tenir parce qu'ils font du mal au betting, ils font du mal aux parieurs débutants. Et pour autant, moi, si tu veux, il y a plein d'aspects du travail de Yuji que je peux considérer, si tu veux, à peu près valables. Quand je vois par exemple les interviews qu'il a fait avec David Bello, avec Thomas David, avec d'autres, ça peut être très bien. Si tu veux, il y a une partie de son contenu qui est tout à fait correcte. Mais il y a quand même des choses à ne pas dire. Alors je pense que sans plus attendre, on va voir ce qu'il y a. On va aller voir ce qui a été dit. Allez, allons-y. Alors, écoutons ça. On va augmenter le son. Hop. D'assimiler les connaissances et de les ressortir. Et ça n'a rien à voir avec de la variance. Je vous ai déjà dit, la seule variance, c'est vous. Il y a pas de la variance, ça n'existe pas. C'est des conneries dans les paris sportifs, ça. La seule variance, c'est vous. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu le passage qu'on avait envie de reprendre parce que c'est Foxbet, ex-trader de chez Pinacle, qui nous a identifié sur X sur cette partie de vidéo pour qu'on puisse rebondir en fait finalement sur cela. La variance, ça existe pas, c'est des conneries. C'est finalement ce qu'il a dit dans ce passage vidéo. Moi, j'ai envie de commencer en disant j'espère pour lui qu'il dit jamais on n'a pas eu de chance ce week-end ou on n'a pas eu de chance aujourd'hui, parce qu'à partir du moment où tu dis j'ai pas eu de chance, c'est bien qu'il y ait une variance sur le court terme. Bah c'est clair. J'espère que les mecs qui payent sa formation et qui derrière font des erreurs, il leur dit pas on n'a pas eu de bol, parce que sinon c'est un petit peu contradictoire. Mais voilà, en fait ce genre de propos, le problème, c'est que ça nuit complètement à la formation d'un débutant. C'est-à-dire que tout le monde doit comprendre que les paris sportifs, pour 90% de ce que c'est des mathématiques. La connaissance du sport, c'est pas fondamental. Le mindset, entre guillemets, c'est pas fondamental. Ce qui est fondamental, c'est de comprendre la formation, la statistique, la value, c'est ça qui est fondamental à comprendre. Et d'ailleurs, quand on fait des simulations, je sais pas les cotes moyennes que prend Eugene, je sais pas ce qu'il fait faire dans sa formation. Moi, je ne connais pas le contenu de sa formation. Si ça se trouve, il est très bon. On n'est pas en train de critiquer ce travail nécessairement. On est juste en train de critiquer cet extrait, et qui, pour le coup, n'est pas un extrait sorti du chapeau, parce que si on prend les vidéos précédentes, il se targue un peu de dire mon cul sur la commode, la variance ça n'existe pas, je sais pas quoi. Et ça fait vraiment beaucoup de mal. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, et là vraiment, il faut être vraiment très clair là-dessus, c'est que vous pouvez prendre des values, vous pouvez prendre des bets qui sont gagnants à long terme, de bons bets, des paris qui sont intelligents et rationnels à prendre, et pour autant, sur le court terme, faire de la perte. C'est ça. Alors Yuji va vous dire l'inverse. Il va vous dire si vous gagnez pas sur le court terme, vous ne pouvez pas gagner sur le long terme. Ça, c'est de la pure connerie. Et on doit être très ferme là-dessus et dire que ce discours est inacceptable. Inacceptable. Parce que dans ce cas-là, le mec qui se lance, qui fait un petit peu de value betting, qui fait ne serait-ce que... Il peut y avoir deux types de value betting. Il peut y avoir la value subjective ou la value objective. Value subjective, toi, t'en fais, tu as certifié tes pronostics sur plus de 10 000 pronostics, 2% de ROI. Évidemment, c'est pas des ROI mirobolants quand on fait de la value subjective. C'est pas pareil que de choper des promotions, que de choper des free bets, que de choper des codes boostés. Néanmoins, et c'est justement parce qu'il y a peu de value qu'il peut y avoir beaucoup de variance, surtout sur un niveau de cote qui va être de plus en plus élevé. Donc, je sais pas quel niveau de cote fait Yuji, mais partir déjà d'un niveau de cote de 1 ou 2, de 1,8 ou de 2, si tu as que 2 ou 3% d'edge, je peux te dire que la variance, tu vas la voir. D'ailleurs, je sais pas si as prévu de faire une petite simulation. C'est une petite simulation. Là, je suis à l'écran en train de montrer le site de simulation de variance. On est sur le simulateur pour vous montrer en fait que la variance existe justement. J'ai mis en sélection 200 pronostics avec un edge de 3,5% de yield, une cote moyenne de 2,
ce qui est pas non plus une cote énorme. On commence avec 100 unités et on mise 1 unité par pronostic, et puis vous pouvez voir la courbe ici avec les différents intervalles. Alors là, on a un profit de 2 unités réelles, alors qu'il aurait dû être à 7 unités si l'expected profit était 100% raison sans variance en fait finalement. Hein. C'est clair. Et après, vous avez les intervalles. Alors peut-être qu'à l'écran, vous voyez pas très bien parce qu'il y a du gris foncé, du gris et du gris clair. Mais là, je vais vous montrer à l'écran un petit peu. Vous pouvez peut-être voir les pourcentages en fait d'être dans chaque tranche. Vous avez 95% de probabilité d'être au-dessus de moins 21, 68% de probabilité d'être au-dessus de moins 7 unités et d'être dans ces intervalles-là. Si vous les voyez bien à l'écran en termes de couleurs. Et 32% du temps, vous pourrez être au-dessus de plus 21 et 5% du temps, vous serez au-dessus de 35. Et en fait, vous avez les différentes tranches que vous pouvez voir à l'écran au niveau des couleurs. Donc ça veut dire que... Mais ça veut dire quand même, Dorado, que quasiment un tiers du temps, tu fais moins de moins 7 unités. Donc ça, c'est vraiment pour Yuji, c'est vraiment pour les gens qui disent la variance, c'est des conneries. Là, vous avez un edge, un bon edge, hein, parce que 3,5%, c'est loin d'être déconnant, hein, c'est plutôt un très bon booster, hein, c'est ça. Pourtant, 200 bêtes, eh ben, on voit que 32% du temps, vous allez être à moins que moins 7 unités. Alors là, si tu fais, vas-y. fais la simulation, j'avais envie de te dire, sur plus de bêtes, on va voir tout de suite que la variance, c'est pas des conneries. Bon, on va faire ça juste après. Mais déjà, vous allez voir que la probabilité la plus grande d'y être, c'est d'être dans la tranche entre 21 et moins 7 unités. C'est la tranche la plus probable. Et après, vous avez les tranches extrêmes, on va dire. Parce que si la variance n'existait pas, il serait pas à 2 unités de profit, il serait à 7. Et la courbe, elle serait finalement plate. Parce que... c'est clair. Voilà. Tu veux qu'on fasse sur plus de combien de bêtes ? On peut tenter sur 2000 pronostics, voir ce que ça fait, x10. Allez, 2000 pronostics. 2000 pronostics. On simule. Et voilà ce qu'on a à l'écran. Donc on a en profit 104 unités. Ok. L'expected profit est de 70 unités. Donc ça veut dire qu'il est en sur-régime par rapport à son yield. Et on a 95% du temps on devrait être au-dessus de moins 19 unités, 68% devrait être au-dessus de 25 unités, 32% du temps devrait être au-dessus de 115 unités et 5% du temps devrait être au-dessus de 159 unités. Voilà. Donc on voit quand même que toujours pour 5% du temps, il y a des gens qui sont en déficit et en gros déficit. Alors que pourtant, il y a un edge de solide. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est ça, t'as un edge de 3, combien on a mis 3,5%, et t'as 5% des mecs qui seront en négatif après 2000 pronostics alors qu'ils ont une stratégie qui est rentable. C'est quand même... Et là, les mecs qui ont écouté Yuji, ils vont se suicider là. Ils vont se dire, mais je suis vraiment une merde. Alors qu'en fait, ils ont une stratégie qui est gagnante. Donc si tu leur dis aux mecs qu'il n'y a pas de variance, la variance c'est des conneries, en fait tu leur fais du mal parce que tu ne les aides pas à se développer. Et de la même façon, je dis ça aussi à l'inverse, pour le mec qui au bout de 100 pronostics, il va faire avec un edge de 3%, 30 unités d'un coup, parce que c'est tout à fait possible, et qui va se dire, waouh, je suis super fort, je suis excellent, ça sera tout le temps comme ça, alors que non, ça ne sera pas tout le temps comme ça. Ce qui va se passer, c'est la régression vers la moyenne, et globalement, ton edge, tu vas l'atteindre au bout d'un certain nombre de pronostics. Donc là, sur 200, on n'est pas encore significatif. Sur 2000, on voit que c'est toujours pas encore très affiné. C'est pas encore et si on affine encore plus sur 20 000, on verra que ça sera pas du tout la même chose. Ouais, 20 000, il y aura quasiment aucune probabilité peut-être de... En fait, plus on va avoir des échantillons, la probabilité d'être négatif, elle est impossible. Sur 20 000, là, c'est impossible d'être négatif. Voilà, parce que... Alors si, c'est possible, mais dans ce cas-là, ça veut dire que t'as pas d'edge. Ça veut dire que t'as pas d'edge, mais comme là on a pris 3,5% d'edge, avec 3,5% d'edge, c'est impossible à 20 000 pronostics d'être en négatif, parce qu'on voit que 95% du temps tu vas être à plus de 417 unités. Donc on peut voir que plus l'échantillon est grand, plus la variance finalement, ou la part de chance sur le long terme, sur le court terme, n'a plus d'impact, quoi.
Et c'est aussi pour ça qu'il faut pas du tout s'enthousiasmer quand on fait une série de 10 pronostics gagnants ou de 10 et à l'inverse, il faut pas non plus se décourager quand tu fais une série de 15 ou 20 pronostics perdants parce que ça ne veut rien dire, ça ne veut strictement rien dire. Et que si tu es un parieur constant et que tous les jours tu prends des bêtes, bah, fatalement, statistiquement, ces cas-là ne sont pas forcément extrêmes et t'arriveront à un moment donné parce que plus tu prends de bêtes, plus des séries aléatoires que tu jugerais improbables vont forcément au bout d'un moment t'arriver. C'est normal. Non, mais tout à fait. Et je pense que c'est hyper important de bien clarifier les choses, que la variance, ça existe, que la variance, elle est très forte, elle est plus forte que ce que la majorité des parieurs peuvent imaginer, et c'est pour cette raison, pour cette variance, qu'il y a beaucoup de parieurs, qui abandonnent, qui se découragent, qui pensent que c'est impossible, etc., parce que l'aspect mathématique n'existe pas. Et ce que nous dit la taverne des parieurs, en fait, ça revient à dire que 2 plus 2, c'est pas égal à 4. Quand tu connais un peu le pari sportif, tu sais que la variance existe, et dire que c'est des conneries, que ça n'existe pas, ça revient à dire quelque chose qui est logique, 2 plus 2 égale 4, et que toi tu dis non, ça n'existe pas, et tu utilises l'ignorance des gens qui ne savent pas compter pour faire croire que ce n'est pas égal à 4. Ouais, c'est clair. C'est un peu un jeu de dupes, et c'est bien dommage, mais bon, en tout cas, on a émis des réserves à son sujet. On a fait le taf pour expliquer aux gens qui auraient éventuellement écouté son contenu que c'est pas sérieux, en l'occurrence, avec tout le respect qu'on lui doit par ailleurs sur le reste de son contenu. Il est le bienvenu ici, il veut s'expliquer. Évidemment, si c'était pas sérieux, on acceptera de sa part qu'on revienne dessus aussi. Ou peut-être, on sait pas, on peut rêver des excuses. Mais en tout cas, affaire classée pour ma part, et peut-être pour faire une petite transition, peut-être partir un peu plus sur du positif. Et j'ai envie de te dire sur le Ballon d'Or de la semaine. Le Ballon d'Or de la semaine, avant de se rendre sur le Deep Talk, ton Ballon d'Or de la semaine, dis-moi. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait de jingle sur, cette partie, mais peut-être que aux prochaines émissions on y pensera un peu, mais là c'est encore un peu le lancement. Mais moi, si tu veux, pour le Ballon d'Or, j'avais pensé à quelqu'un qui, à mon avis, fait du bien au betting, qui est pas encore assez connu, qui a écrit un livre récemment. D'ailleurs, tu l'as eu sur ta chaîne YouTube. Je pense que tu vois de qui je peux parler. Exactement. Il s'agit bien évidemment de Lou. Ouais. Clément Morel pour les intimes, qui a écrit un super bouquin qui s'appelle Gambit Quantique, qui est disponible à moins de 10 €. Achetez-le pour les fêtes. Je pense que vous allez apprendre des trucs intéressants. Moi, je suis pas forcément d'accord avec tout dans son bouquin parce que il y a peut-être un aspect un petit peu philosophique qui me laisse un petit peu pantois. Moi, quand je vois qu'on me dit il y a de l'indétermination, la probabilité c'est de l'indétermination, je suis pas forcément tout à fait d'accord. Mais après, c'est un peu une vision philosophique des choses aussi et peut-être un peu physique aussi. Mais en tout cas, c'est un très bon bouquin. C'est un bouquin que tout le monde devrait avoir lu, je pense. Enfin, en tout cas, quand on connaît un petit peu, pour les gens sérieux qui connaissent un petit peu le betting, ça parle de value, ça parle d'Orbitix, ça parle de mouvement de côte, ça parle de CLV. Bref, c'est un bouquin, un must-have à avoir lu au moins une fois, je pense. Ouais, je pense que c'est un bouquin intéressant, puis en plus ça te fait un peu réfléchir parce que c'est une autre vision, notamment sur la physique quantique, à te dire, mais pourquoi pas. Après, on n'est pas forcément tout le temps d'accord, mais c'est une manière de voir les choses qui est respectable et qui a son lieu d'être dans le monde des paris sportifs et c'est aussi pour ça que c'est un livre très intéressant par rapport à ça. Lou est une personne très compétente, intéressante, qui maîtrise son sujet sur Orbitix et que vous pouvez suivre. Je vous ai mis à l'écran son Twitter. Son Twitter. Surtout qu'en plus, il fait quelque chose d'original sur son Twitter. Tiens, il y a mon chien qui en fond. Il fait quelque chose d'original sur son Twitter, c'est qu'il documente toutes ses prises de trade, d'accord. Il est parti d'une bankroll assez petite, je crois à peu près 1 000 €. Et toutes ces prises de trade étaient sur bet sur Orbitix type match nul. Il les documente, donc vous pouvez aller voir ça, suivre un peu son parcours de parieur. Et c'est quelqu'un de vraiment très intéressant, très accessible et qui, à mon avis, mérite d'être mis en avant. Je sais pas, toi, tu as pensé
en matière de Ballon d'Or, mais moi j'avais pensé à ça en tout cas, modestement. Bah, très bon Ballon d'Or. Le but du Ballon d'Or, c'est de mettre en avant des personnes qu'on estime sérieuses, qui n'ont pas assez de soutien et qui méritent d'avoir plus de visibilité parce que ils font du bien au betting, ils travaillent de manière éthique. Attention, personne n'est parfait, mais voilà, on a envie que ces personnes-là puissent continuer à être motivées à partager leur savoir et leur expertise pour le bien justement de cette industrie des paris sportifs. Moi, j'avais envie de mettre en Ballon d'Or La Vie du Loup, que tu connais aussi, avec un bilan très positif, certifié. Très bonne tipsteuse sur Bet to Invest, qui encore une fois, comme vous pouvez le voir, n'est pas assez suivi, 220 followers, qui a une stratégie sur les matchs nuls cohérente, correcte, qui bat la CLV et qui malheureusement a vécu quelque chose quand même de terrible et de dur, je trouve, qu'on a pu. Écoute, moi je dirais pas que c'est dur, je dirais que c'est tout bonnement scandaleux. Moi je trouve que des fois t'es trop gentil en fait, parce que dire c'est dur, ouais, il y a plein de choses qui sont dures, mais là en fait la façon dont elle a été traitée, je trouve que c'est inacceptable. Je trouve que c'est inacceptable. Les mecs la virent parce que ça y est, elle a fait un été difficile, il y a eu un vol variant, et là direct. C'est bon, on la dégage. Je trouve ça. En plus, ils ont fait une vidéo, les mecs. Ils ont quand même fait une vidéo pour dire ça va pas, etc. Elle nous fait perdre de l'argent, alors que elle publiait juste la variance. Et là, on rebondit sur la variance quand même. Et ça me paraît quand même une incompréhension assez cruelle, envers certains et certaines tipsters et tipsteuses qui ont des bons résultats, qui ont un bon edge, et qui en fait subissent simplement la variance, surtout sur une stratégie match de nul où en fait les cotes moyennes elles sont de 3, de 3,5, donc c'est tout à fait normal quoi. Non, moi je suis d'accord avec toi, je trouve ça scandaleux le traitement qu'elle a eu, de la dégager après 2-3 ans de création de contenu pour cette plateforme, en plus faire une vidéo pour la dézinguer alors qu'elle a un bilan certifié. Mais d'un côté la vidéo de la honte, la vidéo de la honte parce que pour qui tu te prends pour se permettre ça, tu vois. Ils ont un bilan certifié, eux. Ils ont prouvé pour faire un business dans les paris sportifs, pour vendre un site de je sais pas quoi. Ils ont rien prouvé, ils vont donner des leçons aux autres. C'est pas ma manière de faire, je trouve que c'est un petit peu limite. C'est pas mes valeurs personnellement. Non plus, parce que on les connaît pas, on sait pas derrière, peut-être qu'ils sont très sérieux. Je dis juste que je trouve ça un petit peu limite, un petit peu cruel envers la vie du loup et qu'on leur envoie effectivement tout notre soutien. Ça me paraît effectivement une très bonne proposition de Ballon d'Or puisque c'est quelqu'un de sérieux qui est pas assez suivi et qu'effectivement moi aussi je vous invite à les suivre. Voilà, clairement. Donc voilà, force la vie du loup, continue et en tout cas tu fais du bon travail et on te mettra en avant et on te soutiendra et franchement ça a été scandaleux ce qu'ils ont fait envers toi. Voilà, on passe justement à un petit deep talk, pardon. Ben non, mais attends, on n'est pas d'accord déjà. Qui est-ce qu'on élit pour le Ballon d'Or? On peut pas donner 2 Ballons d'Or, sinon toutes les semaines tout le monde sera d'accord. Donc faut faire un choix. Moi, je pense que effectivement, dans la mesure où tu as déjà interviewé Lou, etc. Pour cette semaine, on peut effectivement, au vu de ce qui lui est arrivé, c'est peut-être un petit peu plus récent, poser le Ballon d'Or effectivement côté la vie du loup. Ça me paraît pas mal. Et le but de ce Ballon d'Or aussi, c'est de vous encourager à créer du contenu éthique dans les paris sportifs et que de toute façon, si vous faites les choses correctement, on vous mettra en avant et on vous soutiendra. Voilà. Et donc je pense que le Ballon d'Or, au vu de ce qui lui est arrivé, je pense que pour la vie du loup est amplement mérité pour le travail qu'elle fournit. Et comme tu dis, Lou, je l'ai déjà interviewé. Vous pouvez aller voir l'interview de toute façon sur cette chaîne YouTube. Partons sur le Deep Talk. Ça va être une bonne transition parce que justement, le débat, il est très intéressant. Et le débat du jour, mon petit Robin, c'est justement sur les bilans certifiés. Les bilans certifiés, évidemment. Ça rejoint un petit peu la ligne éditoriale de tes dernières vidéos où tu as invité Olivier de Bet to Invest. Bon, là, il nous a sorti effectivement un tweet intéressant.
Ah, le tweet d'Olivier. Alors attends, faut que je le retrouve. C'est pas celui-là. Hop, il est là. Si je me trompe pas, c'est bien celui-là. On va passer la barre des 1000 pronostics sur Bet2Invest aujourd'hui. Il y a ceux qui déclarent gagner 100 à 400K sans preuve. Je vais vous le mettre à l'écran. Hop, le voici. Et ceux qui prouvent tout sans aucune contestation possible. Bizarrement, on ne trouve jamais le 1 en lien avec le 2. C'est le tweet d'Olivier que j'ai interviewé, fondateur de Bet2Invest, donc la plateforme qui certifie les bilans des tipsters. C'est un tweet très intéressant. En plus, ça rejoint avec un peu le Ballon d'Or, l'injustice qu'a suivi la vie du loup. En fait, c'est quelle utilité quelle utilité ont les bilans certifiés dans une industrie business des paris sportifs? En fait, moi je partirais déjà sur dire que le bilan certifié à la base, ça a été pensé, en tout cas par les gens qui les ont mis en avant, que ce soit Pictio, que ce soit Blogabet, que ce soit Bet2Invest, comme une preuve, si tu veux, un assessment, un peu les Américains diraient, de la compétence d'un parieur, comme un diplôme si tu veux. Un bilan certifié permet de prouver que le parieur sur 500, 1000, 10 000 pronostics, allez, soyons fous, 10 000 pronostics, a démontré qu'il avait un edge, qu'il battait la CLV, que c'était un bon parieur. Le problème, c'est que ça, c'est une preuve par l'induction, si tu veux. C'est une preuve par le bilan. C'est une preuve qui est statistique, si tu veux, et qui effectivement ne fait pas défaut, qui est une bonne preuve. Mais le souci, c'est que ça permet pas d'attester de la compétence de tout un tas de parieurs qui pourront pas être pris en compte dans un bilan Bet2Invest, qui pourront pas être pris en compte dans un bilan Blogabet. Si tu penses aux mecs qui font de la value objective, par exemple, des erreurs de cotation, de la promotion, des codes boostés, et qui pour certains vont avoir des bilans exceptionnels. Et là, on parle pas de 2%, 3% de ROI. Hein. On peut parler à des 10, des 20, des 30% sur certaines opérations promotionnelles. Ben, ceux-là ne pourront pas être mis en avant, par exemple. Ensuite, il y a un deuxième aspect du débat, et là, je voudrais avoir un petit peu ton avis dessus. C'est est-ce que le bilan certifié, fondamentalement, crée des émotions? Est-ce que le bilan certifié permet au tipster de se mettre en avant? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que le tipster qui le fait, malheureusement, derrière, il n'est pas forcément très récompensé. Parce que quand tu regardes les meilleurs sur les plateformes de bilan certifié, que ce soit Royal Vetting, que ce soit La Vie du Loup, que ce soit Asian Betting, ils sont suivis par combien de mecs? Bah, quasiment personne. Est-ce que ça fait Flores de recette? Je crois pas. Alors que tu as derrière sur YouTube, sur de différents types de contenus, sur Twitch, etc., des gens qui n'ont pas de bilan certifié et qui pourtant font Flores. Donc, force est de constater qu'aujourd'hui, le bilan certifié ne crée aucune émotion, à mon sens, dans le marketing, ne permet pas de faire sortir la CD. C'est-à-dire que si tu veux, le client potentiel qui va observer le bilan certifié d'un tipster, ben, ça va pas forcément lui donner envie. Le problème, c'est que derrière, si ça vend rien, à quoi ça sert aussi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que dans ce cas-là, on peut se poser la question, mais est-ce que tout simplement un bilan Excel ne servirait pas à la même chose? Est-ce que le simple fait d'attester que ton bilan Excel est à peu près cohérent par rapport au niveau de taux de comprend, et ça, globalement, un parieur formé, il sait l'analyser, est-ce que ce serait pas suffisant? Et à mon avis, c'est aussi pour ça que les plateformes de bilan certifiés ne sont pas non plus des réussites exceptionnelles, et c'est ce que disait un petit peu Olivier. Moi, je ne sais pas trop ce qu'il en pense. En tout cas, c'est un petit peu mon avis. Je voudrais aussi le tien sur la question. Ouais, bah ça serait super intéressant parce que justement dans l'interview, elle a duré plus de 2 heures. On n'a pas eu le temps d'aborder tous les sujets, mais ça serait intéressant qu'ils puissent venir dans une émission du Dorado Talk et puis qu'ils puissent débattre sur ce sujet-là. Mais moi, je pense qu'il y a plusieurs points que tu as soulignés. D'un point de vue marketing, ça provoque pas d'émotion. C'est-à-dire que ça fait pas rêver. Les gens ne savent pas pour la majorité. Il y a un manque de corrélation entre les émotions, le marketing et le business et la certification, transparence et un manque d'éducation des parieurs. Parce que si tout le marché des paris sportifs serait comme toi, comme moi ou comme d'autres qui nous regardent, le bilan certifié ferait foi, tu vois, en quelque sorte. Bah oui. Sauf que c'est pas le cas et par ignorance sûrement du marché des paris sportifs dont on expliquait avec Olivier qui manquait de maturité, comme les gens ne savent pas lire un bilan, comme
ça vend pas du rêve aussi en même temps parce que c'est la réalité du pari sportif sur Pinacle notamment. Et du coup, on peut se poser la question à quoi ça sert? Surtout encore, en plus, quand tu te fais chier dessus, comme la vie du loup, elle s'est fait chier dessus. Tu vois, tu te dis, mais attends, il y a même pas de respect par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire que là, tu touches un point central, c'est que aussi le risque pour un tipster de se mettre sur un bilan certifié qui ne va pas lui rapporter beaucoup en matière marketing, qui ne va pas lui rapporter beaucoup en matière de réputation. Et ça, c'est s'il a un bon bilan. Mais s'il a un mauvais bilan, par contre, ça peut lui coûter cher. C'est-à-dire que s'il fait un bad run pendant 2, 3, 4 mois, et que là, sa note baisse, les gens lui envoient des messages, etc., et que aux yeux de tout le monde, il apparaît comme un mauvais tipster, là, ça lui coûte très, très cher. Et du coup, y a quand même un petit souci. Et ça, je pense que c'est malheureusement indépassable au regard des bilans certifiés. Donc, si tu veux, pour faire la synthèse, déjà, c'est compliqué de certifier le bilan de quelqu'un qui va faire de la value objective, et ça, c'est un vrai problème. Ensuite, il y a d'autres soucis, mais ça, Olivier en parlait. Olivier, par exemple, à un moment, il dit un truc très intéressant dans son interview. Il dit, déjà, il y a 51% des parieurs qui se fichent de gagner. C'est monstrueux. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire comme confession, en fait. Parce que tu te dis, mais ça veut dire que du coup, il y a la moitié du marché qu'on peut pas toucher, qui ne regardera jamais un bilan certifié, qui s'en tape complet, et qui de toute façon est là que pour vibrer. Donc ils diront, si tu veux ce marché-là, éventuellement, les gens qui vont faire, éventuellement, ils iront souscrire à l'abonnement d'un tipster complètement foireux à la 4 James, à la R2Z, etc. pour vibrer. Parce qu'effectivement, ça vend du rêve. Mais des mecs comme nous qui allons parler de mathématiques, ou des tipsters qui ont un bilan certifié qui sont sérieux, ça les fera jamais vibrer. Donc déjà, on se prive de tout cet aspect-là du marché. Et de l'autre côté, sur les 49% qui veulent qui veulent gagner, qui veulent avoir des bilans positifs sur le long terme, de ces 49%-là, combien sont formés à comprendre que la pertinence d'un bilan certifié? Combien sont formés à comprendre que quand tu vas s'élever, c'est que statistiquement, sur le long terme, tu vas être rentable? Combien sont formés à comprendre que un bad run de 3 mois sur des quotas 3, sur 200 pronostics, comme elle a eu la vie du loup, c'est pas grand-chose. Tu vois? Donc en fait, tu mets en péril ta réputation pour un bénéfice qui est très faible. C'est ça. Et ça, je pense que du coup, c'est peut-être un souci inhérent. Et t'as combien aussi de parieurs parmi les 50% qui ont envie de gagner ont aussi le capital, la bankroll, pour que le suivi de tipster soit intéressant pour eux. C'est clair. Donc en fait, il y a énormément de problématiques qui fait que à part si grâce au Dorado Talk, le bilan certifié pour cette émission termine par un moment être une des références à avoir, mais comme tu le soulignes, il y a aussi beaucoup de gens qui gagnent de l'argent grâce à la value objective, et comment tu certifies ces personnes-là? C'est compliqué. Et pour moi, il y a trop de... Pour un parieur, j'estime, c'est mon humble conviction aujourd'hui, après avoir certifié plus de 5000 pronostics entre Blogabet et Bet2Invest, j'estime en fait que, comme tu l'as dit, le gain d'avoir un bilan certifié contre les risques sont trop minimes. C'est-à-dire qu'un parieur peut être très bon pendant des années, faire gagner, et puis il suffit qu'il ait une année blanche et ça y est, c'est terminé. Et il aura trimé pendant 5-10 ans à certifier son bilan, et une année, boum, ça y est, les gens vont dire que il est nul. Donc en fait, finalement, soit ça te sert à toi-même pour te prouver que tu arrives à gagner, mais encore, j'ai envie de te dire, voilà, soit ça te permet de te créer un réseau dans les paris sportifs et de rencontrer des parieurs intéressants, et après échanger des outils, échanger des stratégies, etc. Mais en tout cas, d'un point de vue business pur et dur, je pense que ça ne sert pas à grand chose. Je pense que tu peux faire du business sans bilan certifié, et comme tu dis, les 4 James, les R2Z y arrivent très bien pour faire du business. Donc le problème du bilan certifié, c'est que il est pas assez respecté, de 1, et de 2. Moi, je serais même plus radical que toi. Pour moi, le bilan certifié est un risque. Quand tu vends un service, quand tu fais quelque chose, pour moi, le bilan certifié est un risque. Toi, t'es allé plus loin que ça. T'en as fait les conclusions. Je sais pas combien de pronostics t'avais sur Bet2Invest. T'avais un ROI long terme qui était positif. T'as fait une série de variances négatives qui t'a mis sincèrement mal. Donc, tu vois,
Ça peut arriver à tout le monde. Et le problème derrière, c'est que combien de mecs t'envoyaient des messages pour dire ouais, la série Dorado, pas terrible et tout. Mais t'as jamais eu de commentaires positifs quand t'étais en full série positive. C'est tu ça. vois le truc? C'est ça, c'est que quand tu gagnes, c'est normal. Quand tu perds, ce n'est pas normal. Donc il y a un gros décalage en fait qui fait que on peut se poser la question en fait à quoi ça sert aujourd'hui en 2024, 2025 bientôt, d'avoir un bilan certifié à part te mettre potentiellement en périple, En danger, ouais. en danger. Et peut-être que dans 10 ans ça changera. On sait pas. Peut-être que le marché aura évolué, sera mature et voilà, on n'en sait rien. Pas convaincu quand même, mais bon. On sait pas. Mais en tout cas, pour moi, avec le recul, je pense que à part te faire une réputation et parmi les gens sérieux dans ce milieu, tu vas être respecté et tu vas te faire un réseau. Je vois pas forcément d'un point de vue. Moi, je suis en faveur des bilans certifiés, mais à côté, ne certifie pas ton bilan indéfiniment jusqu'à 80 ans, quoi. C'est à un moment donné, voilà. Bah, je vais te dire le problème fondamental, c'est que les mecs, quand ils vont regarder le bilan certifié, ils vont regarder le ROI, ils vont pas regarder la CLV, par exemple. Ils vont pas regarder le nombre de bêtes. Alors, en fait, le problème, c'est que quand tu raisonnes comme ça, si tu vas acheter, tu vas suivre le tipster au moment où il aura sa meilleure série positive. Et beaucoup de gens font ça. Ouais, beaucoup. Et derrière, bah, pas de bol, c'est la variance, ils commencent à perdre. Il y avait une certaine probabilité que ça arrive, quand même, hein. Ouais. Mais les mecs, d'un coup, se disent, ah, bah, je me suis fait arnaquer, ah, bah, c'est de la fraude, ah, bah. Ben non, c'est juste que tu n'avais pas la formation, tu n'as pas regardé les bons indicateurs. Exactement. Et je suis désolé de te dire, là, tu payes un petit peu ton manque de formation. Alors, quelque part, moi, je me pose la question, est-ce que ce ne serait pas des indicateurs plus honnêtes et moins risqués pour des parieurs sérieux que de les juger au regard de leur capacité mathématique, de leur réflexion, de leur pédagogie et éventuellement en complément, un petit bilan Excel qui soit analysable et crédible. Ça me paraît beaucoup plus pertinent, je pense. Ouais, je pense que très rapidement, en partageant du contenu, en t'exposant, tu montres tes compétences de toute façon, de voir est-ce que t'es sérieux ou pas sérieux. Donc de toute façon, quelqu'un qui va dire des conneries, bah si t'es formé, expérimenté, tu vas le savoir et tu vas vite t'en rendre compte. Donc tu te feras pas forcément avoir. Tu sauras analyser un bilan même Excel. Et du coup, ouais, on peut se poser des débats sur est-ce que l'utilité aujourd'hui 2024 d'un bilan certifié, c'est malheureux. Ouais, c'est malheureux. 14 ans, 15 ans après la régulation des jeux d'argent en France, on en est toujours là. Moi pour avoir évolué dans ce marché-là et dans cette industrie depuis 2011, je peux te dire qu'on est plus nombreux, ouais, mais les mentalités ont pas forcément ultra changé, quoi. Ouais. Non, mais j'ai à peu près le même constat que toi, même si je suis plus récent. Forcément, t'es un peu plus daron que moi, mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Et c'est dommage. T'as des choses à rajouter sur ce débat? De toute façon, n'hésitez pas dans les commentaires aussi à vous donner votre avis. Toujours important de faire participer la communauté. Vous avez le droit de réponse aussi de votre côté. On réagira aux questions les plus pertinentes. Moi, j'avais peut-être envie de te dire, ce serait le moment, après d'avoir évoqué ce florilège du bilan certifié, après avoir un petit peu remis la pendule à l'heure en matière des bons résultats de la vie du loup, de loup, etc. Éventuellement distribuer le carton rouge de la semaine, ce serait pas mal. Le carton rouge, celui qui fait mal au betting. Oui, parce que moi justement j'avais une proposition. Étant entendu que cette semaine on parlait du bilan certifié et tout ça, ouais. Je sais pas si tu as vu, mais il y a Kat James qui a sorti une nouvelle bankroll. Ah, donc, une nouvelle bankroll, notre ami Kat James. Mais alors lui, si tu veux, c'est assez fameux, c'est-à-dire que lui son bilan, je pense que dès que la bankroll est cramée, il fait un nouveau bilan. Ouais, je pense donc, une nouvelle stratégie, nouveau bilan. Bilan que positif. Donc ça, c'est ton carton rouge. En même temps, pour la première émission, mettre un carton rouge à Kat James, qui est peut-être le plus connu de tous, il fallait commencer là-dessus. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, je vais t'envoyer le lien de son Telegram. Je sais pas si t'as accès, c'est fin novembre. Il te publie
demain, nouveau départ, nouvelle bankroll, elle démarre en 100% gratuit, qui vous permet de suivre avec le capital de votre choix, sans avoir à calculer pour rentabiliser l'achat des pronos. Et alors, si tu regardes en dessous, je sais pas si tu peux le mettre à l'écran. Vas-y, envoie-moi le lien. Envoie les pronostics. Et en fait, il le fait sous forme de montant, le mec. Et au bout du 3e jour, la bankroll, elle est cramée, je crois. Je peux pas le mettre à l'écran, mais en tout cas, c'est sur quoi? Sur quelle source? On la mettra en description. Ouais, c'est son Telegram, en fait. Ah, c'est son Telegram. Ok, attends, je crois que j'y suis sur son Telegram parce que c'est drôle. Attends, il est là. Et en plus, j'ai déjà soupçonné aussi des fois que quand ça se sentait pas très très bon, il supprimait les messages. Hein. Parce que des fois, il te bombarde de messages, il est tout en haut sur Telegram, et puis d'un coup, tu dis, merde, il est où? Et en fait, il a tout supprimé, dernier message, le 15 décembre. Voilà. Il y a 2 jours. Donc voilà, 4 James, voilà, carton rouge, etc. T'es prêt pour mon... Si tu veux, il y a ceux qui certifient, et puis il y a aussi ceux qui modifient le bilan. Ouais, et malheureusement, si tu regardes bien sur son Telegram, il a plus de 23 000 personnes qui le suivent, quoi. Mais c'est ça qui est formidable. Moi, c'est ça, je suis vachement étonné qu'il y a des réactions positives. Alors, on ne sait pas si c'est des faux avis, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, c'est quand même extraordinaire de voir que nous, tout le monde s'en fout, personne nous connaît. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui est incroyable. Mais c'est là à se poser la question, si la data d'Olivier qui dit que 52% s'en foutent de perdre, tu te poses la question si c'est pas 95% des mecs qui s'en foutent de perdre, en fait. Parce que la proportion, elle est quand même monstrueuse, quoi. Ouais, il y a peut-être aussi surexposition de ce type de profil dans le canal, je sais pas, mais enfin, en tout cas, ça marche bien, c'est marketing, c'est ça qu'il faut voir. C'est marketing. C'est que quelque part, Kadjem, c'est un génie, hein. Comment? Quelque part, Kadjem, c'est aussi un génie. C'est un génie, puis il répond à une demande du marché. Si la majorité veut le vibrer, bah, il paye pour vibrer. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est quand même incroyable. Je te donne mon carton rouge ou pas? Bah ouais, vas-y. Fais-moi rêver. Tu l'as mentionné en début d'émission. Je ne savais pas que tu le connaissais. Mon carton rouge, c'est Matteo Prono. Ah ouais? Matteo Prono, tu vas peut-être pas le voir à l'écran parce que tu vois pas l'écran. Matteo Prono qui est un acteur du milieu des paris sportifs qui, à un moment donné, en vendant son service, vend devenir expert en prédiction sportive pro en fait, il vend une séance de coaching et c'est un screenshot de notre interview qu'il a fait sur sa chaîne YouTube. Je sais pas si elle est toujours disponible. Et en fait, il fait Prono Matteo et il met une petite flèche sur moi, vous, en faisant croire que il m'a coaché et que je suis que je suis un élève de Matteo Prono ou Prono Matteo. D'accord. Mais ça c'est exceptionnel. Je vais t'envoyer le lien. Je t'envoie le lien pour que tu l'aies quand même. Tu as rigolé. Faut que tu vois voilà. En plus j'ai un beau sourire en mode je suis très satisfait de son coaching. J'ai envie de te dire on peut se poser la question s'il a vraiment des élèves, quoi. Parce que s'il est obligé de mettre une photo de moi, c'est chaud. J'espère que tu lui as laissé un avis Trustpilot. Je l'ai pas encore fait, j'ai vu ça ce matin. Donc du coup, j'avais prévu un autre carton rouge qui était lié à mon ballon d'or. Et puis bah finalement, on a un peu dérivé sur le débat. Mais du coup, j'avais envie de sélectionner Prono Matteo qui a utilisé mon image pour vendre ses services, quoi, finalement. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu l'as vu ou pas? Bah moi je pense que en fait à chaque fois tu me bats dans tes propositions parce que je pense déjà qu'elle est plus actuelle et qu'en plus on est vraiment dans une fraude. Tu veux, c'est le mec qui se fait flasher et pris la main dans le sac, quoi, tu vois. Donc bon, ça me paraît plus pertinent alors que Cat James quelque part, bon, on sait que dans 2 semaines il y aura une nouvelle bankroll, on sera pas surpris. Voilà. Je suis sûr que tu t'y attendais pas celle-là. Hein. Non, je savais pas en fait. Attends, je vais regarder le lien que tu m'as envoyé. Je vais péter un câble. Non, mais c'est magique quand même. C'est-à-dire que jusqu'à quel point les mecs sont prêts pour vendre en fait finalement et faire du business. C'est-à-dire que quelqu'un qui me connaît pas, il pense que je suis un membre qui s'est fait coacher. Le mec qui me connaît, il va penser que je me suis fait coacher par Prono Matteo.
D'accord? Ouais, c'est fort. C'est fort. Et donc du coup, améliorer son image parce que bah ouais, putain, en fait, Prono Matteo, c'est le coach des coachs, quoi. Et pour les mecs qui se diraient qu'on est méchant, tu vas pas porter plainte quand même. Non, je vais pas porter plainte. Je vais lui envoyer un petit message et je vais lui dire, tiens, c'était sympa le coaching. Non, mais c'est pas réglo, c'est pas honnête envers la communauté des parieurs, c'est pas honnête envers moi-même aussi, en quelque sorte. Et puis voilà, je veux dire, Mathéo, t'as pas mieux, t'as pas un vrai élève quand même à mettre dans ta page de vente quand même. Enfin, je sais pas. Au moins, t'aurais pu me demander la permission, je sais pas, m'envoyer un petit message, quelque chose, quoi. Bah, ça respecte pas le droit à l'image, donc techniquement, tu pourrais porter plainte contre lui. Hein. Ouais, mais on n'est pas comme ça. Mais bon, on n'est pas comme ça, On n'est pas comme ça. On lui met quand même un avertissement, et je pense que le carton rouge est mérité. Carton rouge mérité? Là, c'est quand même incroyable, quand même. Hein? Ah oui, mais t'en as quand même qui sont quand même dans le turfu. Ils sont exceptionnels et ils ne manquent pas d'idées. C'est ça qui est fabuleux. Et donc, du coup, on peut se poser la question de la légitimité de son service. Je sais pas ce qu'il propose. Voilà, coaching, formation, e-book, et puis, bah, je me retrouve avec ma photo ici, quoi. Donc, moi, je sais pas. Très clairement, je lis la page, je comprends pas c'est quoi l'offre unique, tu vois. Je comprends pas c'est quoi Je sais pas ce qu'il propose. Derrière, c'est quoi la proposition, en fait. Je comprends pas. La proposition de valeur, je comprends pas. Donc, évidemment, j'ai pas acheté ces services. Mais surtout, de la page de vente, je comprends pas ce qu'il va y avoir dedans. Donc. Ouais, moi non plus, je trouve que c'est un peu bordélique, on sait pas trop ce qu'il y a et voilà. Bon, petite amélioration de page de vente. Mathéo Prono, si tu nous écoutes, tu es le bienvenu pour répondre. Pour répondre pourquoi tu m'as mis. Ce sera avec grand plaisir. On fera une séance de coaching avec toi collective. Voilà. Allez, on passe au fast talk. On a mon ami et on va répondre à quelques commentaires. Incoming message. Le fast talk, vous commentez, on répond. On avait un commentaire qu'on avait sélectionné mais qui bizarrement a été supprimé. Ça, c'est le problème aussi. Après, on pourrait éventuellement monter la capture d'écran, mais on préfère que les gens puissent aller directement consulter les commentaires qu'on a mis, parce que sinon, c'est un peu moins interactif. Mais c'est vrai qu'on en avait effectivement une mail qui a été supprimée. Je sais plus, c'est quoi déjà? C'était par rapport à mon bégaiement, je crois. Ah oui, oui, d'accord. Ben, on en parlera peut-être. On en parlera peut-être. C'était avec Suissa, c'est ça? C'est dans l'interview avec Suissa. Ouais. Bon, on commence par quel commentaire, mon petit? Peut-être dans la veine du bilan certifié. Le t'es trop fâché sur Bet to Invest? Ouais. Allez, on vous le montre à l'écran. T'es trop fâché sur Bet to Invest depuis un moment. Tu leur dois de l'argent ou quoi? Alors, je t'avoue que ce commentaire, j'ai pas vraiment compris. C'est vrai que j'ai pas été parfois 100% sympa avec Bet to Invest. Parce qu'il y a eu des choses qui m'ont un petit peu gêné, mais voilà, c'est des petits détails, tu sais, c'est dans l'utilisation du site, c'est la CLV qui peut bugger, c'est des choses comme ça. Mais j'ai aucun problème avec Olivier ni Bet to Invest. De toute façon, il serait pas venu dans le Dorado Show si y avait un problème quelconque. Donc j'ai pas trop compris ce commentaire. J'avais fait un Dorado Show, je sais pas si tu te souviens, où j'expliquais pourquoi justement je quittais Bet to Invest. Bah oui. Et en fait, j'exposais les problèmes qu'on a évoqués dans ce débat, en fait, finalement, d'une certaine manière. Je pense que même Olivier, il le dit, moi j'ai jamais été insulté, toi tu t'es fait insulter quasiment systématiquement. Donc à un moment donné, voilà, t'as trop à perdre entre guillemets à être sur Bet to Invest qu'à gagner. Plus t'as la santé mentale avec toutes les insultes que tu peux recevoir à droite à gauche qui sont non méritées de rageux qui arrivent pas à gagner au paris sportif et qui forcément trouvent le moindre petit prétexte pour t'attaquer. Là, franchement, pas compris ce commentaire, quoi. Ouais, surtout qu'en plus, Bet to Invest, c'est une bonne plateforme. Olivier, c'est un parieur et un entrepreneur qui est tout à fait sérieux. Nous, si tu veux, sur le principe, on a peut-être été un petit peu critique dans cette émission de l'idée même du bilan certifié, mais nous, on recommande Bet to Invest. Sur Bet to Invest, quand vous êtes quelqu'un de compétent, quand vous avez un petit peu le niveau de formation minimum pour juger de la qualité d'un tipster,
bah, c'est sûr que c'est une super plateforme, en fait. Vous devez absolument y aller. Le problème, c'est plus dans la généralité, sur le marché du pari sportif. Est-ce que ça a une utilité? Ça, on peut le remettre en question. Mais dans la philosophie fondamentale de ce qu'est les Twin Invest, c'est un super site. Bah, c'est un super outil. Dans un monde parfait, devrait être la référence dans ce marché de l'industrie des paris sportifs. Voilà. Et dans le monde parfait, si tu veux, on aurait 200 000 abonnés et puis les gens seraient formés au paris sportif et ils ne prendraient pas la formation d'Esco et de Rigolo qui te disent que la variance monte plus sur la commode. Voilà. Et peut-être qu'on peut justement passer au deuxième commentaire. Au deuxième commentaire. Alors attends, il est où? Voilà, il est là. Le deuxième commentaire. Putain, on le voit pas forcément. Est-ce que je peux augmenter en zoom? Et trop fort, Yuji, la variance, mon cul sur la commode, j'ai adoré, superbe tes vidéos, t'as le don de rendre n'importe quel thème intéressant, tu es redoutable de réalisme, il faut avouer que pour y arriver, c'est pas facile, et encore moins maintenant, avec cette vie à zapper du contenu à la va-vite, qui rend les gens impatients et perdent également la rigueur, la détermination, la créativité à cause de l'IA pour obtenir les choses. Bien dommage que la majorité ne s'en rende même pas compte. Un commentaire assez intéressant quand même. Bah oui, parce que moi j'ai un peu sélectionné ce commentaire parce que ça montre quand même que tu as des gens qui sont satisfaits du service de Yuji. Donc à mon avis, tout n'est pas à jeter dans le contenu de la taverne des parieurs. Peut-être qu'il produit une bonne formation, peut-être. Mais derrière, le souci, ça veut dire que tu as quand même des mecs qui le suivent et qui retiennent ces conneries sur la variante, quoi. Ça veut dire qu'en fait, on fait pas une critique qui vient de nulle part. On voit quand même que ce genre de propos est opérant et fait sens dans le cerveau des mecs. Donc c'est ça, moi, qui m'inquiète, si tu veux. Que ce qui est inquiétant, c'est que derrière, le mec, il retient la variance, c'est des conneries, quoi. Et alors après, je trouve quand même que le côté, impatience et tout, il a 100% raison, mais comme tu dis, c'est-à-dire que les gens gobent, en fait, le côté de la variance. Et moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi les gens adhèrent au fait que la variance, c'est des conneries, ça n'existe pas, plus que la variance, ça existe. Moi, je serais parieur, enfin, je suis parieur, mais je serais un parieur débutant qui chercherait à progresser. Je préférerais qu'on me dise la variance, ça existe, t'es pas mauvais, c'est juste de la variance, continue, let's go, tu peux y arriver. Que comment tu réagis en fait? T'es un élève de Yuji là, de la taverne des parieurs, et tu perds de l'argent. Et que tu crois que c'est pas de la variance, que la variance ça n'existe pas, c'est des conneries. Comment tu fais pour continuer? Donc tu t'auto-sabotes, tu dis en fait c'est toi qui es mauvais et t'arrêtes. En fait c'est là où j'ai du mal, c'est que je veux dire à mon avis c'est un très bon discours pour vendre, mais une fois que dans le cerveau des mecs c'est mis, le jour où ils font des mauvaises séries, ils se disent juste qu'ils sont nuls en fait. Ils doivent se dire ça. Donc en gros merci pour ton argent pour la formation et puis bonne continuation à toi quoi. C'est qu'il y a pas de recherche à vouloir que ton élève il réussisse vraiment en fait. Tu vois, je sais pas, c'est bizarre. C'est moi le jour où on m'a dit derrière la formation, c'est uniquement des conseils de mindset, des conseils de gestion, des conseils un petit peu pipo. Il y a rien de théorie sur la value. Enfin, je pense que de toute façon derrière, quand tu dis que la variante c'est des conneries, à mon avis, t'apprends pas le value betting, parce que sinon t'es mal barré, tu vois. Ouais. C'est ça en fait, c'est un peu, c'est vraiment dommage parce que du coup, ça veut dire que c'est un discours qui fonctionne en tout cas pour vendre et que derrière, t'as potentiellement des mecs qui sont quand même satisfaits de la formation. En fait, les mecs, ça veut dire que en retenant ça, ils savent pas ce qu'ils ratent en fait. Parce que s'ils comprenaient un petit peu le value betting, je peux te dire qu'ils seraient déjà en train de faire des profits. Ils seraient déjà en train de faire des profits, clairement. Bah oui. En tout cas, ils auraient déjà commencé à comprendre les choses et ils seraient déjà un petit niveau de formation. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a un deuxième commentaire, je crois qu'il est dans cette vidéo que tu avais dit qu'il m'avait un peu visé de mémoire. Faudrait que je le retrouve, il est ici. Je suis d'accord, la variance c'est juste une baisse de régime. Par ailleurs, la variance à bon dos, les gars t'expliquent que tu seras break-even sur 700 paris, tous les 10 000 paris, de façon obligatoire. Oui, j'ai vu ça d'un soi-disant pro. Merci pour tes vidéos motivantes. Je pense qu'en fait, la réponse à la connerie, entre guillemets, elle est directement dans le commentaire. C'est-à-dire que quand tu sais pas, on sait pas avancer des trucs techniques, pertinents, mathématiques,
c'est-à-dire de la vraie théorie qui fait avancer intellectuellement et qui t'aide à progresser, tu le rabats sur quoi? Sur les discours motivants. On va peut-être en parler un peu dans une prochaine vidéo sur ceux qui te vendent le mindset, ceux qui te vendent la volonté, la détermination. Mais tout ça, c'est quand même beaucoup de pipeaux. Parce qu'entre le mec qui a le mauvais mindset et qui a la formation, et le mec qui a le bon mindset mais qui n'a pas la formation, bizarrement, qui est-ce qui réussit? Celui qui a la formation. Et ça, à un moment, il faut aussi le dire aux gars. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de hasard à long terme, mais il y a du hasard à court terme. Et oui, il y a de la compétence, oui, il y a de la technique, oui, il y a surtout des capacités en mathématiques. Et donc, faut arrêter de prendre les gens pour des manipulants, parce qu'au bout d'un moment, autant si tu veux à court terme pour vendre le produit, je pense que c'est bon. Mais je pense qu'à très long terme, ça fait du mal à tout le monde. Hein. Ça fait du mal à tout le monde, ça fait du mal aux parieurs. Le seul pénalisé, je vais te dire qui c'est le parieur. C'est pas les créateurs de contenu ou les influenceurs. Les influenceurs, eux, ils ont encaissé l'argent et le billet qu'ils voulaient avoir. Ils savent très bien que vous n'allez pas rester sur le long terme parce que ce qu'ils voulaient, c'était votre argent à court terme. Donc le problème, il est là. C'est-à-dire que les gars croient. C'est-à-dire que cette personne-là croit que 2 plus 2 n'est pas égal à 4. C'est exactement ça. Et que un mathématicien qui va dire que 2 plus 2 égale 4, il dit de la merde. Mais c'est exactement ça. Enfin, c'est quand même Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être mathématicien, normalement, pour dire que 2 plus 2 égale 4. Et ces mecs-là, en fait, c'est le complotisme du betting, en fait. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Ils ont réussi à leur mettre dans la tête, c'est des conneries. Ok, c'est ça. Et pourtant, tous les week-ends, t'as des mecs qui pleurent sur X. J'ai pas eu de chance, nanana. Ouais, je sais pas après. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête après, parce que forcément, il y en a au moins dans la masse, variante oblige. Même si le contenu de la taverne est très bon, même si il prend par exemple, faisons une hypothèse. Faisons l'hypothèse généraliste que c'est un très bon parieur, il prend des values subjectives à long terme qui sont des values de 5%. Allez, je te raconte des cracks sans doute, mais admettons. On a forcément, qui sur 100 pronostics vont faire de la variance négative. Et alors les mecs, ils se disent quoi à ce moment-là? Et ils se disent je suis nul, ça marche pas, etc. J'arrête. Et puis du coup. Et jamais c'est ouais. Et c'est jamais comment dire. En disant. C'est jamais la faute du parieur. C'est jamais la faute du formateur. Du formateur, c'est ça. Finalement. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont jamais remettre en question la stratégie. Si t'as pas réussi, c'est que toi, que t'as pas le bon mindset, t'es mauvais. Ah oui. Moi, j'y suis pour rien. Moi, je suis bon. Moi, regarde, j'ai un bon mindset et tout, etc. Je gagne. C'est toi qui as pas réussi parce que t'es pas bon. Donc en fait, il y a jamais une remise en question de ma stratégie. Est-ce que elle respecte les fondamentaux du pari sportif, à savoir mathématiques et prendre des values bêtes ou pas? Et donc du coup, qui se retrouve à abandonner, qui se retrouve à avoir payé une formation pour rien, qui se retrouve à perdre de l'argent, c'est le parieur, voilà, qui se sent lésé. Et derrière, en plus, ça remet tout le monde dans le même panier, hein, mon petit scammer. Ah oui, non mais c'est clair. Puis quelque part, tu peux te dire, moi, j'ai pas de souci avec le fait de faire un marketing agressif. Je pense que le mec qui te fait un bon marketing, qui te vend bien le produit, qui crée des émotions, qui fait rêver le client potentiel, le prospect, c'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. Le problème derrière, c'est le produit. Si derrière, c'est un produit de merde, si derrière, c'est un produit qui met des fausses croyances dans la tête des clients, du style la variance des conneries, là, c'est très grave. C'est très grave, ça doit être sanctionné, on peut pas laisser passer ça. Non, tout à fait. Très clairement, t'avais un autre commentaire aussi à ajouter, parce que là on a reparlé un peu de la variance et du débat, mais il y avait celui-là qu'on a vu sur ma chaîne YouTube, je crois, hein, c'est sur l'interview avec Paul Suissa. Merci pour ce contenu, Dorado. Est-ce que Paul a un bilan certifié? Dans la vidéo, il annonce de gros chiffres, 30K par mois. Mais sans bilan, cela n'a absolument aucune valeur et remet en question sa légitimité en tant que parieur professionnel, d'autant plus qu'il semble parier exclusivement en live, ce qui signifie qu'on ne peut pas savoir s'il bat la closing line de Pinacle. Le seul moyen de prouver qu'on est un joueur gagnant en live, c'est de fournir un bilan sur des milliers de paris. À première vue, il y a beaucoup de signaux d'alerte, cela ressemble à une fraude. Il y a quelques semaines, tu as produit une belle émission sur le pari live et maintenant tu nous présentes quelqu'un qui prétend battre les bookmakers en live. De plus, il a mentionné des matchs de première ligue dont
il battrait carrément les bookmakers sur les plus gros marchés au monde. C'est difficile à croire. Le seul green flag que je vois, c'est sans doute son mental et son discours sur la gestion de bankroll, mais sur l'aspect purement technique, j'ai de gros doutes. As-tu déjà vu ce qu'il propose comme stratégie? Peux-tu me garantir la fiabilité de Paul? Merci d'avance pour ton temps. Voilà le commentaire que je vais vous afficher à l'écran. Hop, le voici. Et très bon commentaire, hyper construit, intéressant. Il y a plusieurs points à aborder. Déjà revenir sur le fait de pourquoi j'ai invité Paul. Paul, j'ai invité principalement pour parler mental. Je pense qu'il a un mental et un mindset qu'il faut forcément respecter, parce que ce qu'il fait, je suis pas sûr que tout le monde serait capable de le faire. Je pense qu'il a des qualités pour réussir dans les paris sportifs sur ce point-là. Et je pense aussi que son état d'esprit un petit peu, tu vois, dur, je te mets un petit coup de pied dans le cul, ça fait pas de mal aux parieurs aussi, tu vois. C'est mon avis. Après, d'un point de vue technique, d'un point de vue bilan, c'est là où ça pose problématique potentiellement. Ouais, mais tu vois, c'est intéressant que tu reviennes dessus, parce que moi, à l'époque, j'avais regardé ta vidéo, j'avais pas compris. Très sincèrement, quand j'ai regardé la vidéo, je vois que tu parles que de mindset avec Paul Suissa. Je me dis, attends, c'est quoi cette supercherie là? Parce que moi, dans mon analyse, si tu veux, je fais exactement le même commentaire que ce mec. C'est pour ça que j'ai choisi ce commentaire, parce que je me suis dit, j'aurais pu l'écrire, ce commentaire, tu vois. J'aurais pu l'écrire parce que, pour moi, il y a absolument tout qui est juste dans ce commentaire. C'est-à-dire qu'effectivement, le mec t'annonce des gros chiffres, bim, red flag, alors que tu sais pas du tout. En fait, là, c'est même pas le problème d'un bilan certifié. Parce qu'un bilan certifié sur le live, c'est impossible. Ça, je peux l'entendre. Mais quand est-ce que Paul Suissa nous a donné un bilan Excel de ses pronostics? Jamais. Pourtant, on lui a demandé beaucoup de fois. Et puis, ne serait-ce qu'un historique profit and loss de son Betfair, filmé en direct, c'est pas mal. Parce que le mec se vante quand même de faire 200 000 à l'année, un truc comme ça. Et le problème, c'est qu'il y a quand même des trucs qui pêchent, parce qu'en termes de crédibilité, si tu fais 200 000 à l'année, normalement, tu dois nous parler de la première charge de Betfair, tu dois nous parler de pas mal de problèmes qui t'arrivent et qui, normalement, rognent les values, si jamais tu prends des values. Il y a aussi plein de problèmes avec Paul, c'est que on aura sans doute l'occasion d'en parler dans une prochaine émission, mais c'est que j'ai l'impression aussi qu'il ne comprend rien à la value. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans une autre émission. Mais en fait, dans toutes ces interventions, finalement, quand tu l'écoutes, ça ne parle que de mindset. Et c'est quand même peut-être un problème, parce que moi, je comprends le fait de dire oui, il faut avoir un bon état d'esprit, il faut avoir une bonne résistance à la variance, il faut avoir un bon money management, il faut avoir une bonne psychologie pour se lever le matin et se dire certes, j'ai un aide, certes, j'ai un avantage, mais peut-être que je vais terminer la journée dans le rouge, je ne sais pas. Par contre, quand le discours du parieur, quand le contenu du formateur se limite à ça, pour moi, ça devient un problème. Et je me demande si, en fait, il se limite pas à ça essentiellement parce que derrière, à côté, il n'y a rien. Je pose la question. Je ne dis pas que c'est le cas. Je pose juste la question. Non, c'est vrai que d'un point de vue technique, on l'entend pas vraiment parler de value bet, à part dire aussi que le value bet c'est pas important, alors que quand tu comprends que l'aspect mathématique et justement value est le seul moyen de gagner de l'argent, je pense que c'est prouvé. Je sais pas de combien de manières et par différentes personnes dans l'industrie des paris sportifs. Il faut juste chercher et se renseigner. Et comme tu dis, le problème en fait, c'est qu'on n'a jamais eu de bilan ne serait-ce Excel des 8 dernières années de ses trading. De savoir combien il a fait, avec des milliers de pronostics, parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il y a énormément de grosses cotes, donc il faut lisser cette variance. Et autre point, par contre, on va revenir sur ce sujet qu'on a un peu abordé dans cette émission. L'émotion. Il provoque des émotions via son marketing. Donc. Non, mais clairement, sur ça, c'est un génie, c'est très bien fait. Ces vidéos, elles sont motivantes, elles sont engageantes. Clairement, il y a des points très positifs, mais j'ai l'impression que tous les points positifs, en fait, ils se confondent pas dans la compétence du parieur, mais dans la compétence du vendeur. Donc, d'accord. Et derrière, on a envie de parler un petit peu de betting. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal un petit peu aussi avec ton émission. Et moi, fondamentalement, je te donne mon avis.
Si j'étais un parieur qui cherchait un tipster ou qui cherchait une méthode, ce qui n'est pas mon cas parce que j'ai mes façons de procéder, ce qui est certain, c'est que je n'irai jamais chez Suissa. Jamais, parce qu'il y a tous les red flags pour que derrière ce soit décevant. Voilà. Je le dis assez franchement. Je suis pas en train de dire que c'est un escroc, je suis pas en train de l'affirmer. En tout cas, je pose la question. Voilà. Non, moi c'est l'aspect technique. Si franchement il montrerait son bet fair comme tu dis, un vrai bilan sur des milliers et des milliers de pronostics, là, mais tout changerait. C'est-à-dire que je dis waouh, en fait, c'est un monstre. Aujourd'hui, ce que j'ai plus l'impression, c'est plus du marketing et de la vente à l'américaine que autre chose. C'est mon avis, c'est mon humble avis. Après, il faut pas renier le fait que niveau mindset, niveau mentalité, il a des qualités à prendre et à apprendre chez lui, quoi. Mais et voilà, quoi. C'est oui, ouais, c'est clair. Peut-être dire derrière ça pour un petit peu clôturer cette émission. Mais c'est vrai que Suissa, si tu veux, il est très fort pour te balancer des grandes phrases. Et là, il va te dire, c'est pas compliqué, si tu veux réussir, en gros, fais l'inverse de tout le monde, tu paries sur du pré-match, tu paries sur du live. Tu prends des petites côtes de favoris, prends des grosses côtes dans un but mi-temps ou en let goal. Tu dois attendre que ne joue jamais sur des championnats très connus, type Ligue des Champions, Ligue 1. Ne joue que sur certains types de matchs, etc. Donc en fait, ça paraît trop simple. Tu vois, c'est ça le problème. Et le problème, c'est que quand une stratégie paraît trop simple, quand une stratégie paraît trop efficace et trop évidente, mais le problème, c'est que si c'est trop simple, tout le monde est déjà dessus. Et si tout le monde est déjà dessus, comment ça peut être value? Et si tu en parles de façon ouverte, et que tu balances à tout le monde ce truc, comment est-ce qu'il peut y avoir un aide? Et moi, là, c'est là où je me pose une vraie question quand même. Parce que d'un point de vue logique, d'un point de vue analytique, ça ne fait pas sens. Ouais, parce qu'ils vendent une méthode, ils vendent une stratégie. Mais à partir du moment, à un moment donné, si tout le monde fait cette méthode et cette stratégie, il y aura plus de edge ou de moins en moins pour être rentable, donc plus de variance. Donc, enfin voilà, ça entraîne beaucoup de choses et ça fait aussi derrière, moins de value dit moins de roi pourcentage dit résultat annoncé difficilement crédible. C'est surtout, je vais te dire, à la limite, s'ils te disaient de très loin la stratégie c'est ça, je te donne que 10% de la stratégie. Et je te parle juste techniquement de ces 10%-là, et le reste, tu l'auras dans l'information. Donc que lui, ce qu'il te dit quand même, il te dit, c'est pas compliqué, tu fais du let go, tu sélectionnes sur une équipe où il y a beaucoup de pression, qui a besoin de marquer, pas sur un gros championnat en live. Il te dit ça. Il te dit, vas-y, fais-le sur Orbitix et tu vas avoir des bons résultats. Et ensuite, si tu veux prendre la formation, continue. Mais c'est pas possible que cette méthode fonctionne pour tout le monde. Pas possible. C'est pas, ça paraît beaucoup trop simple. Moi, ce que je pense, je te donne mon avis, c'est que, à mon avis, t'as des mecs qui testent, t'en as plein qui réussissent pas, mais variance oblige, t'en as quelques-uns qui vont faire des gros résultats. Et du coup, ils sont super hype, ils prennent la formation de Suissa, et ça marche du feu de tout. Et c'est pour ça que t'as des mecs qui sont fanatiques de Suissa, à mon avis. Parce que, quelque part, ils ont enchaîné de la belle grosse variance. Et quand tu prends des comptes supérieurs à 3, c'est tout à fait possible. Ouais. Surtout qu'en plus, Suissa, des analyses et des insiders qu'on en a, il y a très peu de volume. Ouais, très peu de volume et c'est quand même une stratégie qui va avoir de la variance tôt ou tard. Et comme tu dis, il y en a qui vont tester, ça a marché. On va pas décortiquer là où il est malin, mais je pense qu'il caresse aussi les gens dans le sens du poil au lieu de dire que en fait comme vous ne gagnez pas, c'est parce que vous faites du pré-match, d'accord Ce qui est faux, parce que si tu prends des values en pré-match, tu vas gagner. Mais en fait, le truc, ce qui est assez confondant, c'est que moi, je pourrais donner une stratégie perdante à 100 mecs, admettons, je suis sur les réseaux sociaux, je dis une stratégie perdante. Sur ces 100 mecs, t'en as peut-être 10, 20, 30 qui, en testant sur une trentaine de pronostics, vont être gagnants. C'est évident. Eh oui, évidemment. Statistiquement, c'est évident. Et tu vends très bien ton produit à ces 30 mecs comme ça. Et puis les autres, tu les convaincs qu'en fait, c'est parce qu'ils ont mal réussi, ils ont mal fait. Donc, il faut prendre la formation. Donc, si tu veux, c'est le discours qui s'auto-entretient et qui se maintient à chaque fois. C'est très facile de vendre un produit comme ça. Mais est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est éthique?
Je me pose la question. Ouais, c'est clair, et je pense que ça va être le mot de la fin sur sur ces commentaires. Est-ce qu'il y avait un autre commentaire peut-être que tu as envie de rebondir? Je crois qu'il y en a Non, mais il y en a eu tellement de toute façon qu'on en a eu de toute la semaine que il y avait même je crois un autre commentaire mais on l'a pas. Au pire on le recommande. Mais dans la prochaine vidéo, dans la prochaine dans la prochaine émission, on aura l'occasion de réagir à des commentaires peut-être de cette émission là. Ouais. Mais peut-être pour finir quelques références qui nous paraissent intéressantes, notamment sur la variance. Moi, je t'ai soumis quelques vidéos qui seront intéressantes. Yes. Alors, t'as la vidéo de Teddy KGB, hein, tu le connais, très bon pronostiqueur basket, Teddy KGB, qui explique l'impact de la variance sur différentes simulations. C'est une vidéo qui est très peu vue et qui pourtant, à mon avis, est essentielle pour comprendre les simulations de variance. Donc, tu pourras peut-être soit tu les mets à l'écran ou alors je les ai pas à l'écran là, mais je les mettrai dans la description de la vidéo. Voilà, les mettre dans la description, c'est bien. Et puis, tu as aussi, pareil, la vidéo de Thomas David, tout comprendre à la variance. Là, en plus, c'est l'occasion pour nous de citer des noms de personnes qui font un vrai travail, un travail intéressant, sérieux, qui fait du bien betting, qui aide les mecs, qui leur permettent de se former. Donc, clairement, il y a que des bonnes choses dans ce contenu. Donc, la vidéo de Thomas David pour tout comprendre à la variance, très bien aussi pour les débutants. Et puis peut-être pour les plus avancés, pour ceux qui ont envie d'aller encore plus loin, je vous recommande le livre de Joseph Dugdale, Monte Carlo or Bust, voilà, qui est disponible à la Fnac, à Amazon, etc. Et il y a une petite review sur le site Pinacle, parce qu'il est aussi auteur sur Pinacle. Donc on partagera la review et puis après si les gens veulent acheter le bouquin c'est bien aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Donc le bouquin de Joseph qui est un must-have, hein, je veux dire et quand tu vas le lire et que derrière tu oses dire la variance ça n'existe pas, va falloir que tu viennes avec des arguments mon ami pour nous expliquer que la variance ça n'existe pas quand même parce que costaud. Je pense que c'est pas son livre de chevet, en tout cas, La Taverne des Parieurs. C'est une certitude. C'est clair. Voilà, mais en tout cas, Robin, merci beaucoup pour cette émission. J'espère que vous avez kiffé. Si vous voulez un deuxième épisode, vous savez ce qu'il faut faire, hein. De toute façon, faut liker, partager. N'hésitez pas à nous identifier sur les réseaux sociaux, sur ce que vous voulez qu'on rebondisse, pour vous donner, notre avis entre guillemets sur différents aspects du betting et ce que vous pouvez voir à droite et à gauche. N'oubliez pas que le Dorado Talk c'est la seule émission qui rend justice aux paris sportifs par la preuve droit au but et sans détour. C'était Robin Desbêtes sur X, c'était Dorado Basket Pronostic sur X aussi. Et un grand merci à toi Robin, on a réussi à faire cette première, c'était pas simple mais c'était un vrai plaisir, et puis j'ai envie de te dire, on se retrouve très très vite pour marquer un maximum d'essais. À très vite. À très vite. Ciao, ciao.